toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Retenez tout d'abord que comme tous les dimanches, nous recevons un invité sur ce plateau. Ce soir, il s'agit du président du Parti pour la justice et le développement, le PJD Hakika. Il s'agit de son président, donc, M. Mahaman Moumouni Hamissou. Avec lui, nous allons parler d'une lettre que sa formation politique a récemment adressée au président du CNDP, donc le Premier ministre Brigitte Raffini, une lettre de proposition de sortie de crise relativement à la situation née de la mise en place d'une commission pour examiner et amender un certain nombre de dispositions du Code électoral. Monsieur le Président, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Labari. Nous allons revenir à vous dans quelques instants. Débutons donc par cette triste nouvelle avec l'attaque hier, ou disons ce matin, tôt vers 1h du matin, du poste de gendarmerie de Makolondi dans la région de Tillabéri par des éléments armés qui étaient venus sur des motos. Ils ont donc attaqué le poste de gendarmerie de Makolondi. L'attaque s'est soldée selon un bilan non encore officiel par la mort de deux de nos gendarmes. Un autre aurait été blessé ainsi que leur moto qui aurait été emportée par les assaillants qui ne sont pas encore identifiés. On n'a pas encore entendu un communiqué officiel du gouvernement sur cette attaque donc du poste de la gendarmerie de Makolondi. Dans l'actualité de cette semaine qui s'écoule, il y a eu donc le point de presse animé par le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Maître Issa Kassouna, pour faire le point des préparatifs des élections générales qui auront lieu en 2020 et 2021 dans notre pays. Issa Kassouna a entre autres fait le point des audiences foraines pour la délivrance des actes d'état civil engagés par sa structure depuis quelques mois. Je vous propose de le suivre en extrait. L'exercice en cours, à savoir ces audiences foraines, il faut le rappeler, devrait permettre de délivrer environ 6 millions de pièces d'actes de naissance, 1 million d'actes de mariage, 1 million d'actes de décès. À la date du 30 septembre 2018, un effectif total de 4 158 751 jugements déclaratifs, dont 4 69 957 jugements déclaratifs de naissance, 51 380 jugements déclaratifs de mariage, 37 394 jugements déclaratifs de décès. Au niveau national, on a enregistré en tout Agadez 122 875 jugements déclaratifs, dont 90,7% de naissance. Difa 175 800 jugements déclaratifs, dont 99,8% de naissance. Dosso 560 600 jugements déclaratifs, dont 100% de naissance. Maradi 1 073 743 jugements déclaratifs, dont 96% de naissance. Tawa 765 300 jugements déclaratifs, dont 98% de naissance. Tillabéri 389 357 jugements déclaratifs, dont 100% de naissance. Zender 1 22 500 jugements déclaratifs, dont 99,6% de naissance. Niamey 48 550 jugements déclaratifs, dont 65,3% de naissance. Les préparatifs au niveau où ils sont de nature à permettre la tenue des élections dans les termes de la loi et de la Constitution. La CENI n'a pas de problème sur ce point. Le fichier biométrique sera disponible pour les prochaines élections. L'enrôlement des électeurs commencera le 2 mai 2019. Le fichier biométrique devrait en principe être remis officiellement au président de la CENI le 4 février 2020 et la remise officielle le lendemain au ministère de l'Intérieur conformément à la loi.
Voilà, c'était donc le président de la CENI, Maître Issa Kassouna. C'était vendredi dernier. Il faisait le point sur les préparatifs des élections générales que notre pays va organiser en 2020 et 2021 prochains. 2 reportages avant de venir à notre invité. D'abord, un sur les cultures irriguées. C'est la période. Une de nos équipes s'est rendue sur les bords du fleuve Niger à Niamey. Elle est composée de Adam Soumana et Halidou Bourema. La saison froide qui s'annonce veut celle propice à la culture maraîchère et autres irriguées. Ainsi, pour les producteurs de Niamey regroupés en coopérative, l'heure est au préparatif pour bien entamer la saison. Maintenant, on va attendre d'abord que la coopérative soit un peu sèche d'abord. Bon, à ce temps, on attend jusqu'à on va labourer d'abord. Si on a fini, à ce temps, on va semer. On a les semences, oui, en quantité pour toute la coopérative. Ils nous ont amené les semences, oui. C'est voilà leur aide qu'ils nous ont amené. L'aide de qui? L'aide de la de 3N. Cette culture hors saison pluvieuse rime avec une bonne récolte au grand bonheur des producteurs. Ça a une importance pour nous. Bon, puisque si on a fini de récolter, voilà, à ce temps, chacun aura sa part pour ce qu'il va amener à sa famille. Ça nous permet de bien garder nos familles et nos enfants aussi. Ce travail de la saison froide, comme les riz, oui, et d'autres travaux encore, qui emportent les besoins. Oui. La terre qui ne mange jamais, comme dirait l'autre, n'a besoin que d'être travaillée particulièrement en cette saison pour mettre à l'abri du besoin les producteurs et leurs familles. Le second reportage est consacré aux bibliothèques qui sont de plus en plus abandonnées au profit notamment de l'Internet avec l'avènement des TIC. C'est un reportage signé par Nasser Dantofo et Halidou Bourema. Nous sommes ici dans une bibliothèque d'un complexe d'enseignement secondaire. Le constat est là, elle est vide, pas le moindre élève. Et c'est là malgré la disponibilité des livres et autres documents. Pourquoi cet état de fait? Les internets, c'est avantageux, hein? C'est à la mode, mais seulement c'est pas détaillé. Si par exemple on fait une recherche dans l'internet, hein? La religion bouddhiste là, par exemple, j'ai fait une recherche sur ça, mais c'est pas détaillé. Donc il y a ça, mais c'est pas détaillé. C'est pas comme si le prof t'explique. Hein? C'est pas comme si tu ouvres un livre, tu lis, tu arrives à résumer toi-même. Le fait que les enfants ne lisent pas, ils perdent beaucoup. Ils n'ont pas le verbe. Ils n'arrivent pas à s'exprimer. Et ils perdent aussi la connaissance en français, à l'écrit aussi. Ils font trop de fautes. Mais s'ils viennent à la bibliothèque, ils lisent dans les livres, ils arrivent à bien connaître les mots. Les élèves maintenant, là, ils n'arrivent même pas à s'exprimer à cause des téléphones là. À cause de l'internet qu'ils sont en train de suivre, ils n'arrivent pas à s'exprimer, ils font des fautes, trop de fautes. Un élève de 6e, un élève de 3e, un élève de terminale ne peut pas s'exprimer devant un professeur. Internet là, vraiment, moi je suis contre ça. Parce que tout leur temps sur internet, ils n'apprennent pas leurs leçons. Vraiment, les parents ont des problèmes. L'internet là, ça a gâté nos enfants. Certains de ces élèves déplorent également l'abandon des bibliothèques au profit de l'internet mobile. Les élèves ont tendance à abandonner les bibliothèques pour des raisons des téléphones mobiles et aussi ils préfèrent connecter au portable que de venir aux bibliothèques pour avoir des notions, pour savoir lire et lire des mots, savoir des mots qui sont dans les livres. Donc, camarades, je vous dis et je vous redis d'aller dans les bibliothèques pour lire les romans. Au moins, les romans, ça nous aide à bien nous perfectionner. Les élèves ont tendance à utiliser les portables pour se connecter, par exemple, sur les comptes WhatsApp, Facebook. C'est même pas pour utiliser les affaires des livres ou bien cultiver leur connaissance. Ce n'est d'autre que utiliser les portables pour se connecter, faire des trucs bizarres. Ce que je peux conseiller comme élève, des élèves, d'aller vers les bibliothèques pour cultiver leur connaissance. L'accès à Internet via le téléphone portable est certes accessible à tous, mais attention, l'ensemble de son contenu n'est supervisé par personne, encore moins
les contenus ne sont pas des fois identifiés par les auteurs et entreprises, comme le sont dans les livres et autres ouvrages. Nous en venons donc à notre invité, comme je l'annonçais. Il s'agit aujourd'hui du président du PJD Hakika, Moumouni Maman Hamissou. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci donc d'avoir accepté l'invitation de la télévision Labari pour parler de cette lettre que votre formation politique a adressée le 10 novembre dernier au Premier ministre chef du gouvernement, président du Conseil national de dialogue politique, une lettre de proposition, comme je le disais, de sortie de crise, puisque vous estimez qu'avec, on va dire, le vote face de l'opposition, des représentants de l'opposition au sein du comité chargé de réviser certaines dispositions du code électoral, il y a crise et qu'il faut désormais sortir de cette crise. Mais avant de venir au contenu de cette lettre, sur les propositions que vous avez eu à faire, un mot d'abord sur cette sortie médiatique vendredi dernier du président de la Commission électorale nationale indépendante, Maître Issa Kassouna, qui a fait donc le point sur les préparatifs des élections générales que notre pays va organiser en 2020 et 2021. Il a notamment donné le pourcentage de la réalisation, on va dire, des pièces d'état civil dans le cadre des audiences foraines, mais aussi des indications sur la remise officielle du fichier biométrique sur la base duquel donc ces élections vont être organisées. Un mot sur ce point qu'il a fait vendredi dernier. Bonsoir. Mais je n'ai rien à dire par rapport à son point de presse. Comme vous venez vous-même de le dire, nous avons adressé une correspondance à son Excellence le Premier ministre par rapport à la crise qui provoque cette crise. Il s'agit d'un code électoral qui n'est pas un code consensuel. Et comme vous le savez, ce président-là est issu d'un seul clan. Donc par conséquent, le président de la CENI, vous voulez dire? Oui, le président de la CENI. Parce que lorsque le président de la CENI a été choisi à la réunion du CNDP, c'était à l'absence de l'opposition et des non-affiliés. Ça veut dire qu'il a été choisi par uniquement les partis membres de la majorité. Donc il ne fait pas d'unanimité. Aujourd'hui, nous cherchons à sortir de cette crise pour aller vers l'installation d'une vraie CENI, d'une CENI consensuelle, afin qu'on puisse finalement démarrer. Parce que aujourd'hui, tout ce que cette CENI fait, c'est trompe-l'œil, c'est pour tromper l'opinion, c'est pour faire croire qu'ils sont en train de travailler. La question n'est pas à ce niveau, c'est une question de confiance. Nous ne faisons pas confiance à cette CENI. Par conséquent, trouvons une solution, parce que chez nous, on a toujours organisé des élections correctes. On s'est toujours entendu sur des questions essentielles, telles que la question du code électoral, telles que, avant la Constitution, le code électoral. C'est des questions sur lesquelles le peuple nigérien, en tout cas les partis politiques, se sont toujours entendus. Aujourd'hui, il y a un problème au niveau de ce code électoral qui est là, et dans cette CENI issue, nous voulions avancer en trouvant une solution, en ayant une sortie de crise par rapport à ce code électoral. Donc, puisque vous ne reconnaissez pas la CENI, vous n'avez rien à dire sur son point de presse, sur l'évolution des travaux quand même qu'ils sont en train de faire, puisque quand même il y a les audiences foraines qui sont en cours. Oui, en fait, je dis bien, il y a un problème. Il y a un problème de légitimité. Il y a même un problème de légalité. La question n'est pas là qu'il organise des audiences foraines, c'est pas là la question. Les audiences foraines, on devait même les organiser en dehors même. Parce que c'est important que les citoyens aient leur état civil. Même sans élection, sans rien, il devait y avoir des audiences foraines pour permettre aux citoyens d'avoir accès à leur état civil. C'est une bonne chose que les citoyens aient leur état civil, mais la question c'est par rapport aux élections. Et les élections sont organisées par la CENI. Et cette CENI souffre de légitimité. Elle souffre de légalité. Elle n'est pas reconnue par l'ensemble des acteurs. Donc à partir du moment où cette CENI souffre, il faut que nous, ensemble, partis politiques, on se retrouve et on discute pour trouver une solution à cette crise. Et c'est justement la discussion qui bloque, puisque comme je l'ai dit, il y a eu une réunion en début du mois d'octobre, une réunion du CNDP, le Conseil national du dialogue politique, qui a décidé de mettre en place justement un comité
pour réviser un certain nombre d'articles du Code électoral, notamment l'article qui parle de la composition de la CENI, de la composition des bureaux de vote. Et ce comité a commencé à travailler avec les représentants, on va dire, des deux clans, opposition, majorité des trois mêmes et des non-affiliés. Et les représentants de l'opposition ont suspendu leur participation à ce comité puisqu'il n'y avait pas consensus autour de certains nombres d'articles. Et ils ont finalement carrément arrêté même de prendre part aux travaux de ce comité. Et c'est au vu de tout cela que vous, votre formation politique, qui est membre donc du CNDP, vous avez adressé cette correspondance, ces propositions. Est-ce qu'on peut les avoir de façon, on va dire, brève, ces propositions que vous faites, sur quel article portent ces propositions et comment vous espérez qu'ils puissent être solutionnés? Tout d'abord, il faut dire que le comité là qui a été mis en place était buté sur un certain nombre d'articles. Et finalement, ils ne se sont pas entendus. 4 selon les représentants de l'opposition. Ok, dans tous les cas, ils ne se sont pas entendus. C'est l'essentiel des articles sur lesquels ils ne se sont pas entendus. Et ils se sont retirés. Et nous avons estimé, à partir du moment où l'opposition s'est retirée, on s'est dit qu'il faut trouver une solution. Il faut trouver une porte de sortie. Et nous avons réfléchi et nous avons proposé une sortie de crise. Et les articles que nous avons visés, il y a l'article 12, il y a l'article 12, vous avez l'article 80, vous avez l'article 81, vous avez l'article 140, l'article 173 et l'article 8. Et l'article sur lequel il y a problème, c'est l'article 12. Et l'article 12, c'est lui qui parle de la composition de la CENI. Et nous avons ici proposé une CENI de 15 membres, mais une CENI professionnelle et technique. C'est-à-dire que c'est une CENI qui va travailler avec un personnel professionnel et technique à la matière. Des gens avisés en ce qui concerne de la chose électorale. En ce qui concerne la question électorale. Et nous avons dit cette CENI est composée de 15 membres, dont 5 sont membres du bureau. Nous avons dit que le président, il peut être un magistrat de siège ou une personnalité reconnue pour son impartialité, sa compétence et son intégrité. Et nous avons dit que cette personnalité, elle est nommée par le président après consultation des partis politiques. Donc la classe, c'est-à-dire de la CNDP se réunit. Le CNDP se réunit et on choisit parmi eux, comme on a l'habitude de le faire. C'est par rapport au vice-président, c'est les mêmes, comment on appelle ça? Les mêmes critères, c'est les mêmes canevas. Après, nous avons dit il y a un rapporteur général. Nous avons dit que ce rapporteur général revient aux organisations de la société civile. Vous avez un rapporteur général adjoint qui sera proposé par les organisations des femmes. Nous, on a un peu innové. On a dit le 5e membre sera un questeur. Mais il sera choisi par les organisations syndicales qui sont dans le domaine des finances, c'est-à-dire les douaniers, les secteurs, la DGI et autres, tous ceux qui sont dans le secteur dans le secteur financier, c'est eux qui se retrouvent pour choisir leurs représentants. Ok, ça c'est donc pour l'article 12. Ça c'est pour les membres du bureau. Nous avons proposé les 10 autres membres, un représentant de l'université en droit constitutionnel, un représentant technique du ministère des Affaires étrangères. On n'a pas beaucoup de temps pour... Non, c'est pour vous dire, nous avons innové et nous avons dit, cette fois-ci, parmi les 10 représentants, nous avons dit qu'il faut un représentant des centrales syndicales, un représentant des organisations paysannes et un représentant des religieux choisis par l'association islamique et les évêques. Et nous avons dit que chaque membre, les 10 membres, c'est un poste qui est composé d'un titulaire et d'un suppléant. Maintenant, l'article 80. Nous avons dit que nous avons pratiquement reconduit l'ancienne formule. C'est-à-dire que nous avons reconduit l'article 81 du Code électoral de 2011, qui lui parle d'un président, d'un secrétaire et de 3 ascenseurs.
et qui dit que le bureau de la composition du bureau de vote doit refléter la représentation des partis politiques en compétition. Ok. Donc c'est tel que c'était dans le code de 2011. Ok. Sur l'article 81 maintenant. L'article 81, nous avons repris également la rédaction du code électoral de 2011. Okay. C'est-à-dire que le président et les membres du bureau de vote sont nommés par le président de la commission électorale responsable de la circonscription sur proposition de la dite commission. Okay. C'est-à-dire que c'est la commission qui se réunit et qui désigne les présidents des membres. Okay. Donc, ça c'est. Donc nous avons reconduit le code électoral 2011. L'article 140. L'article 140, vous savez, nous avons visé le deuxième tiré. Nous avons proposé le plus fort reste. Parce que ici, dans le truc, il parle de la plus forte moyenne. Le scrutin proportionnel. Le plus fort reste. Okay. Pourquoi? Parce que pour nous, il faut aider les autres partis à aller à l'Assemblée. Vous avez des partis qui font des efforts, mais avec ce critère de la plus forte moyenne, les empêche d'être au Parlement. Okay. Et nous avons, ciblé cet article. Il faut que cet article-là soit revu. L'article 173. C'est l'avant-dernier que vous avez visé. Oui. L'article 173, lui, il parle de la question de la caution. La caution était à 10 millions. Ils l'ont amené à 25 millions. Dans le nouveau code. Dans le code. Ça veut dire 150% d'augmentation. Nous avons dit non. Et nous proposons entre 15 et 20 millions. C'est-à-dire, on peut prendre 15 millions, on peut prendre 15 millions, 20 millions, ou 16 ou 17 millions. Dans tous les cas, nous avons laissé le débat ouvert. Okay. Maintenant vient l'article 8, qui est le problème. Qui est aussi un des articles qui a fait bloquer nous avons dit que cet article reste inchangé. Okay. Tel que rédigé dans le code électoral de 2017. Mais nous proposons qu'une résolution forte soit adoptée par la classe politique dans son ensemble. Et cette résolution-là sera adressée au président de la République pour, comment on appelle ça, réhabiliter les personnes qui ont purgé leur peine et gracier et réhabiliter les personnes qui n'ont pas fini leur peine. Parce que les personnes qui sont concernées par une affaire précise. Par cette affaire, le bébé importé. Ok. Pour nous, tous ceux qui sont concernés, parce qu'il y a plusieurs personnalités dans cette affaire. C'est une affaire qui concerne une vingtaine de personnes. C'est une trentaine même en vérité. Donc nous proposons que ces personnes-là, puisqu'il y en a qui ont déjà purgé leur peine, qu'elles soient réhabilitées par le président de la République. Parce que c'est seul le président a ce pouvoir-là. C'est la loi qui lui donne ce pouvoir-là de réhabiliter. Et nous avons proposé ça parce qu'il faut respecter la loi. La loi, elle est impersonnelle. Elle n'est pas faite pour un individu. Elle n'est ni contre un individu, elle ne doit pas être pour un individu. Donc à partir du moment que cette disposition-là, ça a toujours été une disposition au niveau de tous les codes, de 92 à aujourd'hui. C'est la même disposition, c'est les mêmes écritures. Sauf qu'en 2017, lorsqu'on a voulu, justement, à l'issue des élections de 2016, lorsqu'il était question de revoir certaines dispositions du code électoral, des propositions avaient été faites par rapport à cet article pour ramener cette peine qui prive donc les individus d'être élus ou d'élire, de le ramener, enfin, de l'amener jusqu'à 3 ans. Et c'est des membres de la majorité qui ont fait cette proposition. Écoutez, lorsqu'il y a eu les élections de 2016, la CENI avait proposé que le code électoral et la Constitution soient amendés pour harmoniser non seulement le code électoral et la Constitution, et aussi essayer d'harmoniser un certain nombre de problèmes techniques, tels que la question des délais, par rapport même au recours. Donc, c'est dans cette perspective que peut-être cette majorité se retrouvée, elle a dû rédiger cela. Mais c'est leur proposition à eux. Ça ne peut pas être force comme une loi, puisqu'elle n'a pas été adoptée. Et elle n'est pas elle n'a pas passé devant le Parlement. Donc c'est peut-être une proposition de la majorité. Mais moi je vous dis clairement, ce qui est dans l'ensemble des codes que nous avons votés, c'est 1 an. Ce n'est pas un truc qui a été visé contre quelqu'un. Maintenant il y a un problème. Il y a des personnes peut-être qui sont concernées. Il faut forcément que
qu'on essaye de trouver une solution. Et la solution, elle ne peut être que politique. Elle ne peut pas être juridique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier cet article parce que tout simplement quelqu'un a un problème. Est-ce que c'est justement, c'est forcément parce que quelqu'un a un problème qu'on veut le modifier? Les représentants de l'opposition à ce comité ont estimé que, puisque la latitude leur avait été donnée de mettre sur la table tous les articles qui peuvent poser des problèmes, ils ont posé cela et ils sont revenus. Oui, mais c'est là où le bas blesse. Oui. Parce que ce comité, ce n'est pas un comité de rédaction d'un nouveau code électoral. Non. C'est un comité chargé de rapprocher les deux parties. Parce que le code électoral... sa mission, c'était de réviser certaines dispositions. Le code électoral n'est pas contesté. Il n'est pas seulement contesté par l'opposition. Notre parti est un parti qui soutient le président de la République. Mais nous le contestons, on dit qu'on n'est pas d'accord. Donc par conséquent, ce n'est pas la chance gardée de l'opposition, cette contestation du code électoral. Non. Nous avons dit qu'il y a des articles, que ces articles-là qu'on a mis, ces articles ont pour objectif de gagner les élections sur papier. On a dit qu'on n'est pas d'accord. Donc nous, on vise des choses qui regardent l'ensemble l'intérêt général et non pas un intérêt particulier. Donc, ici l'article 8, sa solution c'est politique. Encore une fois. Ce n'est pas une solution juridique. Maintenant, évidemment, nous avons une préoccupation. Il faut que le président de la République soit la... comment on appelle ça? Je suis convaincu que le président, quand la classe politique dans son ensemble décide d'adopter une résolution, il ira dans ce sens-là. Et d'ailleurs, je vous apprends, par rapport à cette lettre que nous avons adressée au CNDP, au président du CNDP. Ce matin, j'ai eu une conversation avec le représentant, le secrétaire permanent du CNDP, qui m'a rassuré et qui m'a dit que le Premier ministre dit clairement qu'ils sont disposés et que nos propositions sont les bienvenues et qu'il va convoquer incessamment un CNDP, une réunion de CNDP pour examiner nos propositions et même d'autres propositions. Peut-être qu'ils vont venir aussi. Oui, d'autres propositions. Et j'ai appelé le président Ousmane. Nous en avons discuté. Le président Mamadou Ousmane. Ok. Je l'ai informé. Le président des affaires DDR. Oui, je l'ai informé que nous avons transmis une correspondance. Et nous avons discuté sur tous les points. Il a trouvé ça cela sage. Et il m'a fait savoir qu'ils sont disponibles pour aller vers un dialogue de sortie de crise. Ok. J'ai appelé le président Ibrahim Akouba hier soir. Nous avons échangé cette question. Son seul souhait, qu'il y ait un dialogue franc et sincère. Et qu'ils sont disponibles pour ce dialogue-là. Donc, moi je pense que pour nous, notre objectif, c'est que la classe politique se retrouve et qu'on se parle et qu'on essaie de trouver une solution. Parce que ce que pose l'opposition est une vérité. C'est-à-dire que tous ces articles visés, c'est des articles qui font des contestations. Et l'article 8, nous allons trouver une solution politique. Parce que dans tous les cas, certains vont vouloir penser que l'objectif c'est d'éliminer X ou Y. Et si ça a un tel objectif, ça dénature les choses. Et ce n'est pas bon. Parce que, vous savez, personne ne choisit à la place du peuple. Il n'y a que Dieu qui choisit et Dieu qui sait qui va être président. Si Dieu décide, quelles que soient les manigances que les uns et les autres vont faire, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Et quelles que soient les manigances que quelqu'un d'autre va faire pour penser qu'il va gagner les élections, si Dieu n'a pas décidé cela, il ne le gagnera pas. Moi, c'est ma conviction. Okay. Donc pour moi, aujourd'hui, à partir du moment où le président du CNDP est dans une très, très bonne disposition pour aller vers une discussion, dans tous les cas, il a toujours, lorsque la crise a surgi, il a appelé le représentant de l'opposition pour trouver une porte de sortie. Peut-être qu'ils ne se sont pas entendus, mais je pense que cette proposition-là, nos propositions vont faire
en sorte que la crise soit réglée. Puisque nous, nos propositions, ça n'arrange personne et ça ne dérange personne. Ok. Alors, on va finir, président, on est au terme du temps qui nous est imparti. Juste une question sur la CENI. Vous dites que vous ne la connaissez pas. Le président est sorti vendredi dernier pour faire le point. Mais on imagine tout de même que, même si vous ne la reconnaissez pas, puisque quand même de toute façon, c'est des dispositions constitutionnelles, les élections vont avoir lieu en 2020, en 2021, que votre parti, le PJD, se prépare tout de même. Oui, d'abord, ne focalisez pas sur ma personne. Oui, bien sûr. C'est la classe présidente dans son ensemble qui ne reconnaît pas cette CENI. Ce n'est pas une affaire du PJD. La position du PJD par rapport à la CENI, elle est claire et elle est nette. Elle souffre de légitimité et elle souffre de légalité. Par conséquent, nous, notre préoccupation, la personne du président ne me préoccupe pas. Je ne le connais pas. Je ne fais pas une fixation sur sa personne. Mais j'estime que c'est quelqu'un qui a organisé des élections. Il faut le reconnaître ça. En 2004, il a organisé des bonnes élections. Mais ici, les conditions dans lesquelles il a été élu, ce n'est pas des bonnes conditions. Par conséquent, lui-même doit se raviser, faire en sorte qu'il soit élu par, en tout cas qu'il soit choisi par l'ensemble de la classe politique. Qu'il fasse l'unanimité, le consensus. Le consensus, en tout cas qu'il soit, même s'il y a vote, que ce vote soit au sein du CNDP. Parce que quand on regarde, il a été choisi par la MRL, par une écrasante majorité des membres. Donc, la MRL a quand même le plus grand nombre de regroupements de partis politiques. L'essentiel qu'on se retrouve au niveau du CNDP et qu'on respecte les candidats. Maintenant, quand on va aller dans les urnes et que la MRL dans son ensemble décide de voter pour lui, s'il remplit les critères que nous avons dégagés, parce qu'avec ces critères, de facto, il est éliminé. Il ne peut pas être, non, honnêtement. Disons les choses. L'autre critère, on a dit un magistrat ou une personnalité reconnue. Il ne peut pas être dans cette catégorie. Il ne peut pas être parce qu'il est un avocat de carrière, c'est un avocat, mais nous avons dit que le vice-président peut être un avocat ou une personnalité. Donc nous avons une préoccupation. L'intérêt personnel, nous ne la visons pas. Nous visons l'intérêt général. Par conséquent, nous ne souhaiterons pas que la situation perdure comme ça. Lui-même n'a pas intérêt. Et je ne pense pas que lui-même, en tant que citoyen nigérien, qu'il organise des élections uniquement pour un clan. Parce que si on va à des élections avec ce code électoral de 2017 sans consensus, ça veut dire qu'il y a seulement un clan qui va aller aux élections. Et est-ce que les gens vont l'accepter? Vous savez bien que les gens n'accepteront pas. Ma question est... Parce que, attendez, les gens n'accepteront pas cela. Les élections, c'est une affaire du peuple. C'est le peuple qui choisit. Aujourd'hui, le président Issefou, notre préoccupation, qu'il termine son mandat et qu'il enfin qu'on puisse passer le témoin à un autre. De façon démocratique. De façon démocratique. Parce que le Niger n'a jamais fait une transition. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu un président élu. Passer du témoin à un autre. Donc, nous, c'est ça notre préoccupation. Voilà, on l'a compris. Maintenant, ma question, il faut vraiment répondre rapidement pour qu'on en finisse. Est-ce que cette situation ne vous fait pas perdre de vue, vous, parti politique, formation politique, la préparation de ces élections? Mais justement, c'est pour éviter ça que nous sommes en train de faire en sorte qu'il est sorti de crise. D'accord. Et par conséquent, aujourd'hui, que ce soit le pouvoir, il faut le dire, le Premier ministre, il est disposé à aller vers l'opposition. Oui, l'opposition. Elle veut une sortie de crise. Et je suis sûr que les partisans de ceux qui veulent que l'article 8 soit revu, je suis convaincu que... vont se retrouver. Mais c'est clair, parce que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on veut que la loi reste telle, même si elle va être révisée. Elle ne doit pas être révisée pour quelqu'un. Parce que si c'est comme ça, ça veut dire que c'est difficile d'expliquer ça. C'est vraiment difficile. Bon, c'est difficile d'expliquer ça parce que une loi, quand elle est faite, parce que lorsqu'on a fait l'article 8 là, personne n'était concerné. Bien sûr, bien sûr. Mais maintenant, il y a un problème. Et il faut trouver des solutions. Voilà. Il faut trouver des solutions et des solutions politiques. C'est-à-dire que il faut que les uns et les autres acceptent eux-mêmes être dans la prédisposition d'accepter des solutions politiques. Voilà, merci. C'est-à-dire que, je veux conclure, allons dans le sens d'aller vers la réconciliation, d'aller vers le pardon, pour que cette crise qui s'écoule depuis 2013, que enfin les gens se parlent et se pardonnent, et que le président puisse terminer son mandat et qu'il laisse le Niger dans la main du président choisi par les Nigériens de
de manière démocratique. Vous êtes son conseiller, on estime que vous pensez qu'il va le faire si la classe politique lui demande. Je parle ici en ma qualité de président d'un parti politique. Oui, mais vous êtes aussi son conseiller. J'arrive. Oui. J'ai dit je parle en ma qualité d'un parti politique et je parle au nom de mon parti qui veut aller à des élections libres, démocratiques, transparentes. Oui, maintenant la question s'adresse au conseiller du président. Est-ce que si la classe politique décide de lui demander travailler une résolution d'amnistie, enfin on va dire de réhabiliter et de gracier tous ceux qui sont concernés par cette affaire de bébé importé, vous pensez qu'il peut le faire? Si. Ok. Je le connais. Voilà. Le président Issoufou, quoi qu'on dise, c'est quelqu'un qui accepte des propositions de la classe politique. Parce qu'il a été dans l'opposition. Il sait que déchirer un pays n'est pas la solution. Voilà, merci Monsieur le Président. Moumouni Mahaman Amissou, le président du PJD Hakika, qui est venu sur ce plateau ce soir nous parler des propositions que sa formation politique a faites donc au président du CNDP, le Conseil national du dialogue politique, des solutions, des propositions, on va dire, de sortie de crise relativement à la situation née des travaux avortés du comité en charge de réviser certaines dispositions du code électoral mises en place au début du mois d'octobre dernier par le CNDP. Merci encore une fois, Monsieur le Président, d'être passé sur ce plateau. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis. C'est la fin du journal. Merci et bonne soirée.